prochaine conférencière est Madame Lynne Carpentier, c'est notre conférencière de prestige pour le Congrès, alors qu'elle est chef du bureau de la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Madame Carpentier a un CV très impressionnant qui est tellement long que si je le lisais au complet, je prendrais tout l'espace de discussion. Ça fait que je vais me contenter de juste attirer votre attention sur 2 points importants. Avant de rejoindre les Nations unies, elle a été chef de la division de l'environnement, de l'économie et du commerce de la Commission de coopération environnementale de l'accord de libre-échange nord-américain en tant qu'analyste des politiques au Wallace Institute for Alternative Agriculture et en tant que fellow postdoc pour l'Institut international de la recherche sur les politiques alimentaires en Amazonie brésilienne. Elle a obtenu son doctorat en économie agricole et environnementale de la Virginia Polytechnic Institute et State University, ainsi que son MSc et son BSc en économie agricole de l'Université McGill. Alors, merci beaucoup, Madame Carpentier, d'avoir accepté de nous donner votre exposé sur le rôle de l'agriculture durable pour faire avancer les dimensions économiques, environnementales et sociales dans l'ère des objectifs de développement durable. Bien, je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que ce portrait aidera à mettre en contexte les travaux de votre réseau de recherche de solutions pour l'agriculture québécoise. J'ai écouté autant que j'ai pu hier et c'était fort intéressant, donc ça me fait plaisir d'être ici. Comme vous le dites, je vais me focuser vraiment sur le côté international. Et ce congrès, bien sûr, est d'actualité. Alors qu'il y a la semaine dernière, la CNUSED a publié un rapport et tout le monde parle de l'encensement des prix alimentaires, l'inflation et la sécurité alimentaire dû non seulement à la COVID-19, mais aussi à la guerre en Ukraine. Mais avant de venir à cette situation troublante, permettez-moi de revenir en arrière et vous donner un peu de contexte sur le rôle du secteur agricole dans le développement durable à l'international, parce que souvent on tend à l'oublier. Donc, je disais juste que la croissance de l'agriculture a plus d'impact sur la réduction de la pauvreté. Donc, c'est l'ODD 1 et 8 à cause de la croissance économique. 70% des pauvres qui vivent dans les zones rurales et qui travaillent en agriculture, l'impact sur les femmes et bien sûr les systèmes alimentaires qui contribuent au changement climatique ou à l'utilisation de la terre et comme le panéliste précédent a mentionné, aussi sur l'impact sur l'eau douce. Pourtant, elle a été négligée, l'agriculture en développement, jusqu'à la crise alimentaire et financière de 2007-2008. Et il faut se demander pourquoi, parce comme on est en train de rentrer dans une autre crise, de peut-être apprendre de nos leçons. Donc, pourquoi? Parce que des bas prix mondiaux des aliments, donc à cause de l'augmentation de la productivité de l'agriculture à grande échelle, surtout dans les pays en développement, qui sont fortement supportés par des subventions aux exportations agricoles, surtout les États-Unis et la communauté européenne, et aussi les pays en développement et l'aide publique au développement ont concentré leurs ressources de développement sur l'industrie manufacturière en essayant de sauter ce lien très important qui est de développer son agriculture pour développer une productivité et pour pouvoir ensuite se bouger vers le deuxième secteur qui est le secteur manufacturier. Et donc, ça veut dire aussi que non, ça veut dire que donc il n'y avait pas d'investissement en agriculture, ni par le secteur public, ni par le secteur privé, et les producteurs des pays en développement ne pouvaient pas compétitionner. Je vais un peu plus rapidement. Là, l'ONU a reconnu le rôle multidimensionnel de l'agriculture dès après cette crise, et on a eu la chance que je travaillais à ce moment-là à la Commission du développement durable. Le cycle 2008-2009 était sur l'agriculture et le développement rural. On a eu donc une opportunité de travailler directement et immédiatement sur cette crise. Et ça a été, on a eu un accord universel de tous les pays qui portait surtout sur la productivité, améliorer la production, productivité, durabilité, conservation des sols, techniques d'amélioration, créer un environnement propice au développement durable en agriculture, augmenter l'ADP pour l'agriculture et le développement rural, gérer durablement les utilisations concurrentes de l'eau et ressources foncières, et développer des chaînes de valeur agricoles durables et améliorer l'accès des agriculteurs et des entreprises agro-industrielles à la participation au marché. Donc ça a été ce qui sortait de
de ce cycle de la Commission du développement durable, qui, elle, est rentrée directement comme input parce qu'on s'en est allé directement pour négocier la conférence de Rio +20, donc le sommet de la Terre +20. Et à ce moment-là, les pays membres avaient mis comme sujet l'économie verte. Et les pays en développement ont dit non, vous n'allez pas nous amener un nouveau topic maintenant, qui est l'économie verte, alors qu'on vient juste de comprendre la valeur du développement durable. On va rester avec le développement durable. Et c'est comme ça qu'on a décidé de négocier des objectifs de développement durable sur 18 mois de façon très inclusive. Bien sûr, c'était des négociations intergouvernementales, mais toutes les parties prenantes, et je le sais parce que c'est moi qui étais le point focal de toute l'industrie, les ONG, les autorités locales, comme on vient d'entendre, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, pour amener leur voix sur les ODD, qui ont été adoptés, donc 17 ODD en 2015, dans tous les 193 pays. Et on sait tous qu'en 2015, c'est une année charnière pour le multilatéralisme, alors qu'on a aussi l'accord de Paris et finalement aussi le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Et donc, une année charnière, malheureusement, ça va durer et on va y arriver. Maintenant, par contre, allons directement à l'ODD2 qui est sorti donc de Rio après ces 18 mois et qui se lit comme suit: éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire mondiale, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Et elle a 5 cibles, cette ODD. Éliminer la faim et assurer l'accès à l'alimentation saine, nutritive, éliminant toute forme de malnutrition. Doubler la productivité agricole et des revenus des petits producteurs. Utilisant des pratiques agricoles résilientes, contribuant à la préservation des écosystèmes et en renforçant la capacité d'adaptation au changement climatique, ainsi que l'amélioration progressive des qualités des terres et des sols. On voit beaucoup de liens avec vos groupes et vos axes ici. Préserver la diversité génétique des semences, des cultures, des animaux d'élevage ou domestiqués, ainsi que certaines cibles qui sont sur les moyens de mise en œuvre. Donc, l'investissement dans les infrastructures rurales, la recherche, technologie, les banques de semences, corriger, prévenir les restrictions et distorsions du marché agricole mondial et le bon fonctionnement des marchés des denrées avec l'accès des pays en développement. Bien entendu, lorsqu'on a commencé la décennie pour l'accélération de l'atteinte des ODD, on n'était déjà pas en bonne situation pour l'ODD2. Et la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est supercharger les tendances préexistantes et inquiétantes. La faim était à nouveau en hausse pour la première fois depuis 2014 dans le monde. 3 milliards de personnes, près de 50% de la population, ne pouvaient pas se permettre une alimentation saine. Et la malnutrition, y compris l'obésité, il y en a qui mangent pas assez, il y en a qui mangent trop, ou pas assez bien, était profondément enracinée. Et à cause de conflits extrêmes et des changements extrêmes climatiques et la volatilité économique exacerbée par la pauvreté et les inégalités, on a 811 millions de personnes dans le monde qui ont souffert de la faim en 2020. C'est une hausse de 20% en une année seulement. Et 41 millions de personnes au seuil de la famine, et ça, c'est avant la guerre en Ukraine. Le nombre d'années maintenant pour atteindre l'égalité des genres a augmenté de 37 ans, passé de 99 à 136 ans. Et les femmes, durant la pandémie, ont perdu 800 milliards d'avoirs. Et donc, tout ça pour dire que cette pandémie nous a démontré l'interdépendance de notre santé, la santé des animaux et la planète, et a amené ce concept de santé globale ou une santé. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. On en parle de tous, on le voit dans les nouvelles, ce serait dur de le manquer. On a revu à la baisse hier notre projection de la croissance économique mondiale pour 2022. On voit une énorme pression sur la chaîne d'approvisionnement qui était déjà entamée avec la COVID-19 sur le fret maritime, mais là, on le voit aussi avec le fret aérien, avec tous les passages aériens qui sont fermés. Risque de dévier les investissements vers l'énergie renouvelable qui était en forte croissance vers les énergies fossiles. Risque de troubles civils parce que on a un danger que les pays en développement qui vivent déjà une relance beaucoup plus lente que la nôtre, et là, je vous donne une statistique, le Canada et les États-Unis ont une croissance économique plus rapide présentement que si on n'avait pas eu la COVID.
à cause des stimulus que le gouvernement a mis. Par contre, les pays en développement n'ont pas cette capacité fiscale et eux, ça leur prendra jusqu'à la fin 2023, avant la guerre en Ukraine, pour se remettre de la COVID. Et là, on pense qu'on aura une relance beaucoup plus lente et on a peur que les pays tombent dans une spirale descendante d'insolvabilité, de récession et d'arrêt de développement. Et là, en Afrique, le coût je vous montre, je porte votre attention sur le graphe à la droite. Ça, c'est la dépendance des pays africains et les pays moins développés sur la Russie en rouge et l'Ukraine en bleu. Et vous pouvez donc voir que c'est assez catastrophique, cette dépendance. On a calculé qu'en moyenne, 5% du panier d'importation des pays les plus pauvres sont des produits susceptibles de faire face à une hausse des prix résultat de la guerre, alors que cette part est inférieure à 1% pour les pays plus riches comme le nôtre. Et on connaît les statistiques, je ne vais pas vous donner les statistiques, vous les connaissez tous. Par contre, notre rapport cible que les marchés du blé, l'Afrique en importait 3,7 milliards de dollars de blé en 2018-2020 de la Fédération russe et 1,4 milliard de l'Ukraine. Donc, on voit que cette dépendance, elle est forte et problématique, surtout qu'on voit aussi que les coûts de l'urée et de le phosphate avaient déjà augmenté de 30% et 4% respectivement en 2021 et elles risquent d'augmenter de nouveau parce qu'on sait aussi que ce sont des produits producteurs de fertilisants. Et les pays qui sont dépendants d'imports de food, on l'appelle les 3F, les 3F, food, fuel et de la finance, vont détériorer leur balance de paiement parce qu'ils vont payer plus cher pour leurs importations, une pression croissante sur leur taux de change et donc insolvabilité. Ils sont déjà à des niveaux de dette très élevés à cause de la COVID. Donc, le secrétaire général de l'ONU a créé une cellule de crise pour ces 3F, dont ma secrétaire générale fait partie, et il semble faire tous ces changements, en fait, semblent faire chambouler. On avait perdu cet esprit de 2015 du multilatéralisme après la COVID, où est-ce que tout le monde était reparti chez eux, autonome, on va penser qu'à nous. Et avec cette guerre, on semble voir un retour du pendule vers la coopération multilatérale pour supporter les pays. Et tout ça arrive dans un contexte de triple crise, comme l'appelle le secrétaire général, de climat, biodiversité et pollution. Pour réduire la vulnérabilité de la production alimentaire, et on doit augmenter notre production pour nourrir les 8,5 milliards de population que nous aurons d'ici 2030, il faut réduire de moitié les émissions au cours de la prochaine décennie. Et on a déjà vu la contribution d'un tiers de ces GES sont de l'agriculture. Mais malheureusement, seulement 20% des stimulus qui ont été émis par nos gouvernements de 3,5 trillions de dollars étaient verts. Donc, ça n'aide pas. Et malgré la situation fiscale difficile, on ne voit pas de discussion pour réaffecter les 540 milliards de dollars par an de subventions agricoles vers une agriculture durable et pour bâtir des économies et des sociétés plus équitables, résilientes, vertes, bleues, circulaires, sociales et solidaires. Vous avez sûrement tous entendu parler de la décennie d'action pour les ODD. Dans ce cadre de la décennie d'action pour les ODD, le secrétaire général a demandé à FAO, avec les partenaires, d'organiser un sommet sur le système alimentaire plutôt que l'agriculture parce qu'on veut le regarder d'une façon intégrée. Donc, encore une fois, 18 mois de dialogues nationaux, de 2000 idées reçues, d'actions accélérées, 900 dialogues indépendants pour adresser la complexité des systèmes alimentaires dans leur intégrité et l'équilibre entre la production alimentaire et les actions climatiques, les aliments abordables avec des régimes alimentaires sains et un approvisionnement alimentaire stable dans un commerce équitable et ouvert. Donc, le status quo ne fonctionne pas et on a besoin d'urgence et on a déterminé 5 domaines de focus de travail: nourrir tout le monde, soutenir les solutions basées sur la nature, promouvoir des moyens de subsistance équitables, d'un travail décent et des communautés pour les Autochtones, les femmes et autres, renforcer la résilience aux vulnérabilités et aux chocs et au stress, et accélérer les moyens de mise en œuvre, et tout ça au niveau national d'abord, mais avec un support et échange international. Est-ce que j'ai le temps pour quelques pistes de solutions?
Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, du sommet pour tous les pays, prendre une approche santé globale, comme je l'ai mentionné, s'appuyant sur les dialogues nationaux et de façon participative. Je pense qu'on l'a entendu hier, M. Mathieu, je pense, mentionnait à quel point les producteurs doivent être à la table quand on fait les politiques, quand on développe les technologies. Et donc, même durant ces 18 mois, il y a déjà 80 pays qui ont commencé à développer ce plan à travers ces dialogues nationaux de transformation de leur système alimentaire et soutenu par un hub à l'ONU qui sera, la maison sera la FAO, mais incluant toutes les parties prenantes. À l'ACNUCED, ce que nous préconisons, c'est un renouvellement des investissements alignés avec les ODD, nationaux et étrangers, pour augmenter la productivité agricole, l'infrastructure. Et là, c'est important de faire une distinction. Il y a les subventions qui sont agricoles, qui sont aux produits couplés et qui distorsionnent les marchés. Donc, si je donne une subvention pour le biocarburant, je vais faire en sorte qu'on va planter plus. C'est plus profitable de planter du maïs que quelque chose d'autre. Par contre, si j'investis dans l'infrastructure rurale, l'irrigation, l'énergie moderne, les routes, ça favorise tous les producteurs et toutes les productions et donc est découplé d'une distorsion des marchés. Renforcer les liens entre le secteur agricole et les autres, tels le tourisme, afin de créer de nouveaux marchés tout en augmentant l'authenticité de l'expérience. Supporter les pays en développement pour atteindre les normes phytosanitaires, pour leur permettre d'exporter leurs produits. Supporter la transition vers l'agriculture durable et biologique, encore une fois par la réaffectation de ces 540 milliards de dollars. En plus de l'accord pour l'élimination progressive de subventions aux exportations agricoles, qui est déjà un accord à l'OMC, on doit aussi réaffecter ce soutien interne qui fausse les marchés. Augmenter l'ADP de l'agriculture et surtout l'agriculture et le digital. J'ai bien aimé la présentation hier sur les nouvelles technologies pour cette transition. Et outils juridiques tels que la dérogation et des clauses de paix à l'OMC pour aider les pays en développement à développer leurs capacités. Là, ce que je veux dire, c'est, par exemple, s'ils investissent dans leur agriculture durable, on ne doit pas les amener à l'OMC parce qu'ils ont fait des subventions qui n'étaient pas permises. En termes de moyens de mise en œuvre, pour conclure, et pour le Sommet de la Terre, on a créé des communautés pratiques locales, supportées et informées par les communautés mondiales, qui seront très utiles, et votre groupe, bien entendu, et aussi, pour contribuer. La science et l'innovation, extrêmement important, vous en avez parlé hier, pour identifier les synergies et compromis entre les objectifs. Les décideurs n'ont pas assez d'informations à savoir quels sont les trade-offs, en bon français, entre augmenter l'ODD, par exemple, de productivité agricole, combien est-ce que ça décline la qualité des eaux, par exemple, à cause des polluants qui s'y retrouvent, les pesticides ou le phosphore ou l'azote. Une élimination des silos et des données précises traditionnelles et de big data et d'intelligence artificielle à tous les niveaux. Et là, c'est important. Hier, on mentionnait Monsanto et les autres. C'est important qu'il y ait une démocratisation de ces données, qu'elles retournent aux producteurs pour mieux prendre de meilleures décisions et pouvoir se prévaloir de leurs propres données. Mettre notre ego de côté et collaborer, ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il n'y a aucun de nous, aussi intelligent que nous soyons et éduqué que nous soyons, qui est capable, qui a toutes les capacités et l'information pour résoudre ces problèmes complexes, établir des cibles comme le Québec l'a fait, revoir les institutions qui supportent nos agriculteurs en dialogue avec nos cultivateurs et cultivatrices, les nouveaux outils de mesure de la durabilité agricole, incluant la valorisation du capital naturel des terres agricoles, etc., et sa tendance sur le temps, en accord avec le système de comptabilité économique et environnementale que nous développons, ainsi à l'ONU, ainsi que compléter les mesures du PIB avec ces valeurs non comptables, par exemple, de Nature-Based Solutions. Travaux sur les nouvelles économies pour le développement durable, l'économie verte, circulaire, sociale, solidaire, que nous travaillons avec le réseau d'économistes à l'ONU. Supporter le secteur agricole pour répondre aux nouveaux marchés locaux, biologiques, régénératifs, sans gluten, végétariens, verts, bleus d'exportation. Et se souvenir que les politiques ne sont pas neutres. Ce que nous faisons a des effets, au Québec, a des effets sur le reste du Canada et sur le reste des pays.
et se méfier des solutions simples, telles que cette idée de manger local pour éliminer l'empreinte carbone, alors que manger moins ou moins souvent de viande rouge et de produits laitiers a plus ou moins le même impact. Et finalement, aligner les investissements et le financement avec les ODD ainsi que le commerce international. Alors, je vais conclure ici, sauf avec ce petit diagramme pour dire que une des conditions qui se retrouvent au Québec qui est très intéressante, c'est cet écosystème d'entrepreneuriat très dynamique qui, je crois, nous permet de supporter aussi nos entrepreneurs pour développer des solutions technologiques et institutionnelles pour atteindre ces ODD qui sont souvent laissés pour compte, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11, ainsi que 1 et 2, bien sûr, et ainsi créer des emplois et un développement économique au Québec. Je conclus là-dessus. Je vous remercie. Carpentier, merci, Mme Carpentier, de nous avoir partagé vos visions là-dessus. J'aurais peut-être une question pour vous. En fait, concernant l'impact que peut avoir les pertes de productivité, dans votre avant-dernière diapositive, ou ça doit être, je ne sais pas si vous pouviez revenir, c'est pas trop compliqué. Sinon, on va essayer. C'est très important ce que vous avez souligné là, parce que d'habitude, on fait le calcul économique en calculant une marge nette à partir de l'hypothèse que le sol a une qualité constante. Okay? Or, les présentations d'hier laissaient clairement entendre qu'on avait une dégradation importante de l'environnement de production. Au Québec comme ailleurs, hein, en passant, c'est quand même un constat planétaire. Là. Et puis, j'aimerais savoir, selon vous, comment vous allez arriver à intégrer cette contrainte-là dans un modèle économique plus complet? Est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des éléments d'information que vous utilisez pour prendre appliquer cette contrainte-là? Puis si oui, quelle est cette source-là? Je ne sais pas si ma question est claire. Là. Supposons que vous dites, je considère dans mon calcul économique ma marge nette, par exemple, pour une production de maïs grain serait de tant de dollars l'hectare. Mais je constate que mon sol va toujours conserver ses propriétés de production. Or, ce n'est pas vrai. Si on regarde l'économique à long terme, il va y avoir une perte de productivité. Certains pensent qu'avec les changements climatiques, il va y avoir des gains de productivité. Je suis loin d'être sûr de ça. Là. Mais en même temps, comment on prend en compte cette variable-là? Parce que ça, c'est complexe. Ce n'est pas une solution simple. Non. Et c'est très important, M. Caron, parce que, comme vous le dites, et j'ai vu hier qu'il y avait des données, il y a une étude qui a été faite sur les sols du Québec, mais ça prend des données précises. Et donc, ça va nous prendre des données non structurées et les structurer. Ça, c'est quelque chose que je crois, ou un consortium d'universités peut faire, ou avec le support du gouvernement, mais pas un groupe qui peut faire. Et parce que ce que ça prend, c'est vraiment le producteur doit savoir justement, et je pense même que c'est Mathieu hier qui montrait qu'ils étaient prêts à prendre une réduction de 340 kilos par hectare pour, je me souviens pas. Donc, il faut être capable d'avoir les données pour prendre ces décisions-là. Et ça, c'est au niveau de la ferme, mais aussi au niveau du bassin versant, au niveau de la province. Et ces données-là, pour l'instant, on les a pas. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser plus les données satellites, les données, pour l'instant, les données qui sont collectées, par exemple, par Monsanto et autres, ne sont pas retournées vers le producteur. Il y a une boîte d'investissement en Californie qui a créé un réseau de producteurs qui ramassent les données du combine, de leur machinerie, et les producteurs payent 100 $ par mois ou 1000 $ par mois, je me souviens pas c'est quoi exactement le business model, mais ils ont accès à cette information-là. Donc, je suis capable de comparer si moi j'ai mis tant de kilos de fertilisants et toi, tu en as mis moins, mais qu'on a le même rendement, je sais que je peux en mettre moins parce qu'on a à sol égal. Et donc, il faut qu'on permette aux producteurs, mais aussi au niveau du gouvernement d'avoir ces données-là. Et pour l'instant, on les a pas. Et c'est là où le réseau d'économistes, on essaie de voir comment on peut faire des cas d'études, un peu comme les schools of business font, des cas d'études pour être en mesure d'avoir plus de cette information-là. Et c'est seulement en structurant des données non structurées, je pense qu'on va y arriver.
Je ne sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore le temps pour une question. Ben, moi, j'en aurais une, Jean. Oui. Madame Carpentier, je ne sais pas si vous avez eu la chance de répondre à peut-être qu'il y a une certaine subtilité dans la question de Jean Caron, à savoir, ultimement, dans le modèle économique, est-ce qu'on peut évaluer la perte de rendement d'un sol qui favoriserait justement l'investissement dans un retour de matière organique? Donc, on entend parler des crédits de carbone et un marché de carbone qui pourrait aider le secteur agricole justement à favoriser un plus grand pourcentage de matière organique dans les sols. C'est une visée du PAD. On veut atteindre un chiffre de 4 Il faut que ça soit intégré dans un modèle économique pour que quelqu'un accepte de perdre de 300 à 600 kg par hectare de production. Bon, on s'entend que si on en produit 11 000 hectares, 11 000 kg, c'est pas si grave que ça, mais c'est facile à moi de le dire. Mais cela dit, c'est que ça veut dire que dans le modèle économique de la ferme des Lompré, ben, eux se sont dit que cette perte-là, je vais la chercher ailleurs de toute façon économiquement. Parce que en faisant une culture sur billon ou autre, je maintiens la structure de mes sols, je maintiens un bon drainage, bon, etc., etc. Donc, il faut trouver un moyen de compenser le coût d'opportunité du 300 à 600 kg perdu à l'hectare d'une manière quelconque. Eux, ils ont un modèle économique qui leur dit, je suis capable d'aller chercher mon coût d'opportunité. Est-ce que c'est possiblement vers là qu'on doit aller au niveau comptable? D'après moi, oui, là, mais est-ce que vous avez une idée comment cela peut se faire? Non, j'ai pas une idée comment ça va se faire, mais disons que les étapes qu'on prend, nous, c'est avec ce système de comptabilité environnementale. Premièrement, et de Beyond GDP, ce qu'on veut faire, c'est de documenter et quantifier ces quantités-là. Donc, est-ce que la qualité des sols augmente ou elle diminue? Elle diminue de combien par année? Elle diminue de combien par année avec quel type de culture? Et après ça, on décide si oui ou non on met $1. Parce qu'il y a certaines valeurs qu'on n'arrivera pas à mettre $1. Mais le producteur, lui, va être capable, avec cette information, de décider pour lui-même ou pour elle-même, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je fais ce trade-off? Il semble que la ferme Lompré sont capables de faire ça. Donc, présumément, mais pour l'instant, on n'a pas les données. Et je crois pas que c'est quelque chose qu'on devrait laisser à chacun des producteurs, comme à la ferme Lompré, à faire d'eux-mêmes. Il faut les aider. Et une manière de le faire, c'est la réaffectation de toutes ces subventions à une agriculture qui n'est pas respectueuse de l'environnement vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Et je pense que ça passe par les données et les technologies, entre autres, parce qu'on n'y arrivera pas à juste collecter les données à la main. Donc, c'est une question d'éco-conditionnalité. S'il y a encore des subventions chez les producteurs en ce qui a trait à planter du maïs, quelque part, il faut revisiter cette subvention-là, de dire, OK, je te la donne ou je la maintiens, mais à raison de faire telle chose. Puis souvent, on entend parler dans les secteurs, on parle de cible, que ce soit dans le PAD ou autre. Un cible, s'il n'y a pas une manière coercitive de la faire adhérer, ben, c'est des belles promesses. Exact. Donc, ça prend des cibles, puis après, faut faire un suivi. Et ensuite, il faut avoir des moyens un bâton ou une récompense si on le fait pas ou on le fait. Et aussi, il faut, attendez, j'ai un signe un moment. J'ai la COVID, hein, donc j'ai un petit peu de, j'ai pas le cerveau à 100%. Je voulais revenir à l'éco-efficacité. Oui, c'est ça. Donc, ça prend un level playing field. C'est pour ça qu'il faut regarder, on peut pas juste regarder au système agricole. Il faut se regarder au système alimentaire. On parle d'autonomie agricole. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va produire les avocats aussi au Québec au lieu de les importer du Mexique? C'est sûrement pas écologique de le faire. Et c'est pas sûr que ça va favoriser les consommateurs. Et donc, il faut qu'on y regarde systémiquement et commencer avec un level playing field. Si je commence avec certains producteurs qui ont déjà une subvention, puis les autres en ont pas, puis je les compare, puis je veux qu'ils compétitionnent, c'est comme les pays en développement puis les pays développés, c'est la même chose. Ils seront pas capables de compétitionner. Et donc, il faut partir de cette base-là. Je dis pas qu'il faut enlever toutes les subventions, mais je dis qu'il faut savoir pourquoi on les donne, à qui on les donne et quel est l'impact environnemental versus à qui on pourrait les donner et une réduction environnementale si on les donnait ailleurs. Et cette pensée, cette analyse doit être faite
et ça prend encore une fois les données. Mais on a beaucoup de données pour commencer à regarder, avoir une bonne idée, même si c'était un back of the envelope. On a peut-être, je vais juste me permettre une dernière question. Il n'y en a pas d'autres dans le chat de toute façon, puis je brûle d'envie de la poser. Vous avez une vision, je pense, internationale qui vous permet peut-être de répondre à ça. On doit faire face d'ici 2050 à des augmentations de productivité ou des augmentations de production nette, de denrées alimentaires. Et ça, on n'a pas le choix. Est-ce que ça, c'est compatible avec un modèle, avec une approche plus durable de l'agriculture? Parce que c'est 70 si on consomme autant de protéines, au même prorata qu'on a actuellement, ou s'il y a une augmentation de consommation des protéines du côté de la Chine ou du côté de l'Asie en général et de l'Inde, ben, il faut augmenter de 70 la production sur les surfaces. Là. Encore une fois, très bonne question. Deux réponses. Un, c'est que justement, il faut regarder systémiquement. Et est-ce que c'est viable de continuer à manger de la viande de la manière qu'on en mange? Et donc, encore une fois, regardez au truc systémique. Est-ce qu'il y a moyen de faire une campagne pour réduction de la consommation des viandes rouges, qui sont les plus énergivores en tout ce qui les impacts environnementaux qu'on vient de parler? Deuxièmement, la plupart des terres agricoles non utilisées présentement sont dans les pays africains, dans les pays où on a en fait undermined, on les a empêchés d'avoir une agriculture compétitive. Parce qu'on a subventionné notre agriculture. Et donc, encore une fois, il faut regarder au problème systémiquement. Et troisièmement, on parle cette idée d'intensification versus extensification. On voit ça au Brésil, par exemple, où on va dans la forêt amazonienne pour augmenter les cultures. Mais jusqu'à maintenant, on a surtout parlé d'intensification de monoculture. Hier, l'exemple de la ferme Lompré était clair. Ils ont une diversification de leur production qui fait en sorte qu'ils produisent peut-être moins au total, mais plus diversifié, une alimentation plus saine que si je produis juste du maïs ou du soya, par exemple. Parce qu'il n'y a aucune population qui va juste se nourrir de ça. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut regarder de façon systémique, et le Québec est important qu'on fasse notre travail et notre plan. Mais dans le contexte international, nous, on peut contribuer, on peut augmenter notre production de façon durable, mais aussi savoir que nos politiques macroéconomiques de commerce, d'investissement ont aussi un impact sur le reste de la planète et on a un devoir de s'assurer qu'il n'y ait pas de faim dans le monde. Oui. Il faut combattre la suralimentation tout comme la sous-alimentation ou la mauvaise alimentation. En tout cas, il faut l'attaquer des deux côtés. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On a une bonne question dans le chat. Oui. Un collègue pose la question suivante. À côté de la santé des sols, comment devrait-on intégrer la qualité de l'eau et autres aspects environnementaux dans ce calcul économique? Bon, encore une fois, par exemple, nous, pour les pays en développement, on leur dit, et ça s'applique dans nos pays aussi, si on est dans une petite île en développement, la Barbade ou Dominica, et qu'ils pensent développer un secteur, on leur dit, OK, combien d'eau avez-vous dans cette région? Et est-ce que c'est la meilleure utilisation de votre eau douce? Parce que tous les secteurs manufacturiers, agricoles et autres, utilisent de l'eau. Et donc, on s'en va vers une rareté de l'eau dans beaucoup de pays. On est chanceux au Canada, on n'a pas ce problème. Par contre, notre eau, elle est pas aussi de qualité que quand on était jeune. Et donc, il y a vraiment un compromis qui se fait entre l'augmentation de notre agriculture et la qualité de nos eaux qui doit être pris en considération. Et encore une fois, d'avoir des systèmes et des pratiques plus saines pour l'environnement. Et on a vu hier que je me souviens pas du nom de famille de Mathieu, mais qui disait que c'est eux-mêmes qui ont développé leur machinerie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des partenariats avec nos universités, les business schools, le Centre Lemaire à l'Université Sherbrooke, où est-ce que tous les jeunes ils veulent développer des technologies pour aider nos producteurs? J'en ai vu un justement qui a développé un robot qui vient enlever les mauvaises herbes, qui désherbe parce qu'on a un manque de main-d'œuvre pour les cultures de racines. Je veux dire, c'est ce genre de, on a plein de petits exemples, il faut accélérer ça
si on veut arriver à protéger nos plans d'eau, réduire nos changements, les gaz à effet de serre, et réduire nos pesticides et augmenter le côté sain de notre alimentation. Bon, il faut aussi l'intégrer économiquement. Et bon, il faut que ça soit économiquement viable aussi. Alors, ben, merci. Malheureusement, c'est le tout qu'on a. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là pour préparer cette synthèse-là. Ça a été très éclairant.